Notre affaire d'aujourd'hui fait face à un problème de taille et je tiens à faire passer un petit message. Et vous me connaissez, je ne vais pas passer par 4 chemins. À toutes les petites merdes qui commettent des violences envers leur femme ou leur petite amie, on ne vous aime pas. Vous risquez entre 3 et 20 ans de prison si les faits sont avérés. Ou sinon prison à perpétuité s'il y a tentative de meurtre et ce sera franchement mérité. Combien de femmes meurent sous les coups de leur mari ou bien subissent une pression monstre, une pression qui les empêche d'être heureuses et de vivre tout simplement. C'est un problème qui touche trop de femmes qui malheureusement restent dans le silence. Si je vous dis tout ça, c'est que notre affaire commence de la même manière. Une pauvre femme qui voulait simplement aimer, mais rien ne se passera comme prévu. Eh bien salam à toi mon ami, j'espère que tu vas bien et que ta famille se porte bien. Sans plus attendre, je vous propose d'éteindre votre lumière, de vous installer tranquillement et de vous laisser emporter par ma voix. On va s'intéresser directement à la jeunesse de Ciara Grimes. Concernant son petit ami, au moment des faits, très peu de choses sont sorties dans les médias au sujet de Jermaine Brown car il était mineur. On sait seulement qu'il avait 17 ans et qu'il était le petit copain de Ciara Grimes qui, elle, avait 18 ans. On en sait beaucoup plus sur la jeune femme, donc pour une fois, l'histoire se concentrera plus sur la victime que sur son bourreau. Ciara Grimes grandit à Rochester, dans l'état de New York, dans une famille proche et aimante. Elle a un frère et une sœur qu'elle aime beaucoup. Rochester est une ville connue pour posséder les quartiers les plus malfamés du pays. C'est dans l'un de ces quartiers que grandit la jeune fille. Ciara adore passer du temps avec sa famille, mais elle est aussi très sociable en dehors. Loin d'être timide, elle va facilement vers les gens. Elle aime la danse, le hip-hop, la musique, mais Ciara a un côté beaucoup plus dur. Quand on creuse un peu, on remarque qu'elle a du caractère. Elle n'est pas du genre à mâcher ses mots et n'hésitera pas à réagir brusquement si quelque chose ne lui plaît pas. C'est une bagarreuse qui entend ne pas se laisser faire. Elle n'a pas peur de dire ce qu'elle pense, que ça plaise ou non. Elle ne cache donc pas ses sentiments pour un certain Jermaine Brown, un de ses camarades de classe. Ils n'ont que 14 ou 15 ans lorsqu'elle parle au jeune homme qui le prend très bien. Mais ils ne vont pas tout de suite devenir un couple. Au début, ils ne font que s'envoyer des messages. Mais lorsque Ciara atteint ses 18 ans, sa petite amourette devient finalement une histoire sérieuse. Jermaine vient la voir chez elle tous les jours. Quant à Ciara et sa sœur, ils ont pris l'habitude de faire des cookies presque chaque jour, car ils avaient l'habitude qu'ils viennent chez elle. Et en plus, il adorait ça. Pour la famille et les amis de Ciara, souvent présents avec le couple, leur relation a l'air de très bien aller, et on sent un réel amour entre eux. Pour le frère de la jeune fille, la présence du petit ami de sa sœur est un soulagement. Il peut enfin parler avec lui de choses qu'il ne peut pas aborder avec ses sœurs ou sa mère. Il considère Jermaine comme un confident. Quant à la mère de Ciara, elle le voit du moins au début comme un garçon respectueux et discret. En 2018, Ciara a 18 ans. Dans quelques semaines, elle doit obtenir son diplôme d'études secondaires. Pour information, en France c'est l'équivalent du baccalauréat. La jeune fille est excitée à l'idée d'intégrer une école de cosmétologie. Elle est amoureuse et en couple avec son amour de jeunesse depuis la primaire. L'avenir s'annonçait des plus radieux pour la jeune fille. Pourtant, 1 an après le début de leur relation amoureuse, les choses commencent à changer. Jermaine devient petit à petit le stéréotype du bad boy. Il se fait plusieurs fois expulser de son école. Il commence à vendre de la drogue et à commettre d'autres délits. Évidemment, le jeune homme finit par avoir des problèmes avec la justice et se retrouve plusieurs fois derrière les barreaux. Durant ces périodes, Ciara supplie sa mère de l'amener rendre visite à son copain en prison et la mère finira par céder. Mais finalement, les périodes d'incarcération de Jermaine deviendront les meilleurs moments du couple. En effet, lorsqu'il est à l'intérieur, Jermaine teste la dévotion de Ciara d'une autre manière. Il se met à la tromper à répétition, en lui faisant comprendre qu'il veut voir si elle restera quand même avec lui. L'air de rien, le jeune garçon renforce son emprise sur sa petite amie. Pendant longtemps, Ciara va cacher le pire de sa relation à sa famille. La mère de Ciara raconte qu'un jour, le facteur est venu frapper à la porte. Comme c'est un quartier où tout le monde se connaît, il leur dit qu'il a vu leur fille en train de se faire battre par Jermaine de l'autre côté de la rue. Après avoir interrogé la jeune fille sur cet incident, la famille découvre avec horreur que Ciara est victime de violences domestiques depuis un bon bout de temps. Évidemment, les proches, la famille et les amis vont lui dire de rester loin de ce garçon parce que c'était un mal pour elle. Mais malheureusement, elle va refuser. Elle est beaucoup trop têtue. Elle lui trouve tout un tas d'excuses. Elle répète que Jermaine n'a pas été bien élevé pendant son enfance, que ça explique son comportement avec elle, qu'il n'est pas méchant en réalité. La mère de Ciara tente d'interdire à sa fille de fréquenter Jermaine, mais malheureusement, ça ne marchera pas. La mère racontera plus tard les choses suivantes.
Je suis rentré chez moi un jour et il était là. Il n'était pas censé être là. Ciara avait un bonnet vert sur sa tête et elle ne voulait pas me regarder. Suspicieuse, la mère demande à Ciara d'enlever son bonnet. La jeune fille refuse et sa mère lui retire de force. Elle découvre alors des coupures et des bleus partout sur le front de sa fille. Furieuse, elle attrape Jermaine par le col jusqu'à presque l'étrangler. Elle lui dit « Tu ferais mieux d'arrêter de toucher ma fille, parce que je vais appeler la police !» Jermaine répond qu'il s'en fout, que quoi qu'il arrive, Ciara partira quand même avec lui et ne portera pas plainte. Il sait qu'il ne risque rien, car il a déjà le contrôle absolu sur sa petite amie. La mère impuissante découvre que Jermaine dit la vérité, lorsque sa fille décide de le suivre malgré tout. Après ça, la famille n'aura plus de nouvelles de la jeune fille pendant près de 3 semaines. Finalement, au milieu de la nuit, le téléphone sonne. Au bout du fil, Ciara pleure et elle dit à sa mère « Maman, j'ai mal, j'ai mal ». Jermaine l'a frappée avec une grosse planche de bois, plus gros qu'une batte de baseball. Évidemment, la mère se précipite au secours de sa fille. Elle la récupère et l'amène directement à l'hôpital. Ciara dit à sa mère « Maman, pourquoi il continue de me faire ça ? Pourquoi il continue de me faire du mal ?» Sa mère lui répond que ce n'est pas de sa faute, qu'elle n'est pas responsable du comportement de Jermaine à son égard. Finalement, cet événement marque un tournant et Ciara décide de demander une ordonnance restrictive contre Jermaine. Elle l'obtient le 3 mai 2018 et la famille est soulagée. Enfin, ils se sont débarrassés de lui. Mais hélas, ils ont sous-estimé la puissance de l'emprise qu'il exerce encore sur la jeune fille. Et on va le découvrir juste après. Ici, mes amis, on fait face à quelque chose de terrible qui me fait beaucoup de peine. J'ai déjà entendu beaucoup trop d'histoires de la sorte. Des femmes qui tombent amoureuses, bon, dans un premier temps tout se passe bien, mais petit à petit, elles sombrent dans un cauchemar pris entre sentiments et raison. Malheureusement pour beaucoup comme Ciara, elles se retrouvent dans un putain de bourbier émotionnel. Ça en devient très compliqué et on ne sait plus quoi faire tout simplement. Une partie de nous dit de s'en aller le plus loin possible, mais c'est beaucoup trop dur. Mais l'autre partie nous dit de rester, que de toute façon tu l'aimes et que ça ne peut que s'arranger. Voici la triste réalité dont de nombreuses femmes ou hommes font face. Comme on vient de le voir, aujourd'hui c'est le cas de Ciara Grimes. Elle essaie tant bien que mal de trouver une solution. Elle va jusqu'à se faire battre à répétition par ces ordures de Jermaine. Cette fois-ci c'est à la fois de trop, elle veut qu'on l'éloigne de lui. Mais comme vous pouvez le deviner, ça ne va pas se passer comme prévu. La suite des événements est très sombre et je vous propose de la découvrir. Let's begin. Nous sommes 6 jours plus tard après l'obtention de l'ordonnance restrictive. Ce jour-là, Ciara et une de ses amies, Halle Winter, partent rencontrer Jermaine dans un parc dans l'après-midi. Ce dernier les attend également accompagné de l'un de ses amis, Deshaun Sweet. C'est la première fois que Ciara revoit Jermaine, depuis qu'elle a eu l'obtention de son ordonnance restrictive contre lui. La jeune fille sait que revoir son petit ami peut la mettre en danger, mais elle s'en fiche. Elle aime tellement Jermaine et veut tellement que les choses redeviennent comme au début de leur histoire qu'elle va boire les belles paroles du jeune homme. D'après Halle qui témoignera plus tard, les choses vont si bien qu'elle accepte de rejoindre Jermaine chez lui le soir même à 23h30. À l'heure du rendez-vous, Ciara et Halle arrivent dans la maison et s'installent dans une chambre au premier étage avec Jermaine et Deshaun. C'est alors que le petit ami de Ciara sort une arme. Vers minuit 30, le standard du 911 reçoit un appel anonyme prévenant qu'une personne s'est fait tirer dessus au 204 de la Main. Quand les policiers arrivent à l'adresse indiquée, ils trouvent 2 jeunes femmes dans l'allée devant la maison. L'une d'elles est à genoux et tient la seconde contre elle. La jeune fille dit s'appeler Halle Winter et qu'elle a 18 ans. Elle ajoute qu'elle ne sait pas ce qui se passe. Elle passait juste par là et elle a trouvé cette fille au sol. Elle dit aussi que ce n'est pas elle qui a prévenu la police et qu'elle ne sait pas qui a pu le faire. Les officiers remarquent le sang sur la victime. Ils tentent de lui parler mais la pauvre est à moitié consciente. Halle, qui est censée être là par hasard, révèle que la victime se nomme Ciara Grimes. Donc son discours devenait de plus en plus louche et elle avait menti. Les policiers ne comprennent pas bien pourquoi Ciara est inconsciente. Sa blessure par balle au bras n'a pas l'air trop sérieuse. Rapidement, ils comprennent que ce n'est pas la seule blessure qu'elle a sur le corps. La balle a en fait traversé son bras qui s'est logé dans sa poitrine. Ciara est emmenée directement en ambulance. Au même moment, les détectives arrivent sur les lieux du crime juste après le départ de l'ambulance. Évidemment, le témoignage de Halle leur paraît immédiatement suspect. Interroger la jeune fille est donc leur priorité pour avoir un maximum d'informations. Halle avoue rapidement qu'elle connaît Ciara. Elles sont amies et devaient traîner ensemble ce soir-là. Ciara lui a envoyé un message lui proposant de la retrouver au coin de la rue. Halle dit avoir vu Ciara marcher dans l'allée de la maison. Elle s'est alors avancée pour la rejoindre et c'est là que Ciara s'est effondrée sur le sol.
Ciara n'a pas dit ce qui s'est passé et qui lui a tiré dessus, car elle n'arrivait pas vraiment à parler. En l'observant, les enquêteurs révèlent plusieurs indices qui mettent en doute le témoignage de la jeune fille. D'abord, la façon dont les deux adolescentes sont habillées. Elles sont toutes les deux en short et débardeur, alors que la nuit est plutôt fraîche à cette heure-ci. Il paraît étrange qu'Haley ait décidé de marcher avec cette tenue dans la rue. Il est plus probable qu'elles sont toutes les deux sorties de la maison il y a peu de temps. Cependant, les agents ne voient pas Haley comme étant potentiellement le tireur. Par contre, son témoignage leur fait croire qu'elle sait sans doute qui est le coupable. Ils décident donc de ne pas la laisser partir et de la laisser attendre à l'arrière d'une voiture de police. D'autres agents de police préviennent les inspecteurs qu'ils ont interpellé un autre ami de Ciara qui traînait dans la rue. C'était Dishon Sweet. Les policiers l'ont simplement arrêté pour savoir s'il avait vu ou entendu quelque chose. Le jeune homme répond que non, mais il dit qu'il connaît la victime. Il semble confus et fâché, car il dit qu'il est un très bon ami de Ciara. Sur le moment, il paraît très émotif. Il dit qu'il était juste en train de rentrer chez lui et qu'il habite juste en bas de la rue. Il donne à la police l'adresse de la maison, juste à côté de celle où ont été retrouvées les filles. Quand les enquêteurs lui demandent ce qu'il faisait dehors, il répond qu'il est allé au magasin acheter des bonbons. Attendez. Donc là, sa meilleure excuse, c'est je suis allé acheter des bonbons? Imaginez juste la scène. Monsieur, vous êtes à proximité d'une scène de crime. Quelle est la dernière chose que vous avez faite? J'ai acheté des bonbons. Centrale, je crois qu'on a un suspect. Individu suspect juste devant moi. C'est la pire des excuses, bordel. Qu'est-ce que tu nous fais? Enfin bref. Les enquêteurs ne croient pas un instant à cet alibi, persuadés que lui aussi en sait plus qu'il ne le dit. Les policiers vont l'installer à l'arrière d'une autre voiture. À cet instant, un couple vivant au bas de la rue s'approche des détectives. Ils vont dire qu'ils ont des informations qui pourraient les intéresser. L'homme leur dit que s'ils veulent savoir qui a tiré sur Ciara, ils doivent commencer par aller voir ce qui se passe dans cette maison. Ils pointent la maison juste à côté de celle où a été retrouvée Ciara. La même maison que Dishon a indiquée comme étant la sienne. D'après les voisins, cette maison est une nuisance pour le quartier. Beaucoup trop de musique très forte, des gens qui entrent et qui sortent sans arrêt. Tout le voisinage suspecte des activités liées à la drogue qui s'y déroulent. La femme, quant à elle, dit que dès qu'elle a entendu des coups de feu, elle a su que ça venait de là. Les policiers demandent si ce sont eux qui ont appelé le 911, mais ils répondent que non. Après ce témoignage, les inspecteurs commencent à se dire que cette histoire est peut-être liée à la drogue qui circule dans cette demeure. Les détectives décident alors de s'approcher de la maison incriminée. Il leur suffit de faire quelques pas juste devant la porte pour comprendre que les voisins disaient vrai. Des gouttes de sang tachent le sol. La maison devient une potentielle scène de crime. Pire encore, le tireur pourrait très bien toujours être à l'intérieur. En observant la façade, les inspecteurs remarquent que quelqu'un les observe de derrière les rideaux d'une fenêtre. Ils ont maintenant la confirmation que des gens se trouvent à l'intérieur. Pourtant, personne ne vient à la porte, malgré les demandes répétées des policiers. Finalement, après plusieurs minutes, une voix va hurler qu'ils ne peuvent pas rentrer dans la maison sans un mandat de perquisition. La tension monte d'un cran. Si c'était des innocents, ils ne se barricaderaient pas comme ça. Ça devenait beaucoup trop suspect et dangereux. Les détectives sont maintenant persuadés que le tireur se trouve bien à l'intérieur et qu'il pourrait à nouveau recommencer. Le SWAT est appelé en renfort. Et pendant ce temps, un membre de l'équipe de police va obtenir un mandat de perquisition. De son côté, Ciara est amenée d'urgence à l'hôpital. Alors que les policiers attendent leur mandat, ils apprennent que la jeune fille est déclarée morte à 1h42 du matin. Là, l'affaire devient une enquête pour meurtre. Dans un premier temps, les agents ne préviennent pas la famille de la victime. Ils espèrent ainsi faire croire aux potentiels témoins que la jeune victime est toujours en vie et qu'elle va être capable de communiquer avec les policiers et leur dire ce qui s'est passé, ce qui les pousserait sûrement à avouer. En attendant le SWAT, les détectives découvrent des caméras de vidéosurveillance. Elles donnaient sur une des maisons de l'autre côté de la rue. Le propriétaire ouvre aux policiers. Interrogé, il leur dit qu'il a entendu le coup de feu et qu'il a regardé à sa fenêtre. Il a alors vu un groupe de jeunes porter la jeune fille à l'extérieur avant de se séparer. 2 garçons sont partis et 2 filles sont retournées à la maison. Ils ont tous abandonné Ciara à part une fille. Il s'agit de Haley. Elle est restée jusqu'à l'arrivée de la police. Ce témoignage renforce le sentiment des enquêteurs qu'Haley avait menti. Ils se demandent également si Dishon est l'un de ces jeunes hommes qui s'est enfui, ce qui pourrait éventuellement faire de lui le tireur. Le voisin d'en face accepte sans problème de fournir les enregistrements de ses caméras aux autorités. Entre-temps, le SWAT est arrivé sur place. Les soldats entourent la maison avant de défoncer la porte. Leur arme devant eux, ils font rapidement le tour du rez-de-chaussée mais ne trouvent personne. Ils montent alors à l'étage. Ils en font le tour et trouvent une porte fermée.
Là, il se prépare au pire. La porte est enfoncée et derrière se trouvent 2 jeunes filles qui se rendent immédiatement. Les informations étant parvenues aux journalistes, ceux-ci arrivent sur place alors que les 2 jeunes filles sont escortées à l'extérieur par le SWAT. Elles s'appellent Tamika Wilson et Tamara Stevens. Elles sont immédiatement amenées au poste de police. La maison maintenant sécurisée, les enquêteurs en font le tour à la recherche d'indices. Rapidement, ils trouvent des preuves que Ciara s'est bien trouvée dans la maison à un moment. Ils trouvent sa carte d'identité ainsi qu'une lettre qui lui est adressée. Par contre, les enquêteurs ne trouvent pas plus d'éléments prouvant qu'un tir a eu lieu. Pas de sang, pas de résidus de poudre, rien qui ne ressemble à une scène de crime. Par chance, un peu plus loin dans la rue, d'autres policiers découvrent une arme à feu abandonnée dans un tas de feuilles mortes. Elle est immédiatement prélevée afin d'être testée s'il s'agit bien de l'arme du crime. Ayant fait le tour de la scène, les détectives retournent à leur bureau pour visionner les enregistrements des caméras de vidéosurveillance du voisin d'en face. Les images nous révèlent beaucoup de choses. On y voit Ciara être portée à l'extérieur et abandonnée dans la rue. On voit bien des garçons partir alors que des filles retournent dans la maison. Hélas, la vidéo n'est pas d'une assez bonne qualité pour permettre d'identifier les personnes par leur visage. Par contre, ils parviennent à désigner Dishon, car ses vêtements étaient très reconnaissables. Ils identifient aussi Haley, parce que c'est la seule qui est restée près de Ciara. Finalement, en procédant par élimination, les enquêteurs parviennent à identifier tout le monde, à l'exception d'une seule personne. Les 4 personnes arrêtées sont alors interrogées une par une. La police vont dire qu'ils ont vu les vidéos, et qu'ils savent très bien qu'ils ont tous menti. Ils savaient que Ciara a été touchée dans la maison, puisqu'elle a été portée à l'extérieur. Pourtant, les uns après les autres, les témoins refusent de coopérer. Les excuses sont diverses. L'une dit qu'elle dormait, un autre qu'il ne sait pas qui était dans la maison, etc. Pendant des heures, les enquêteurs vont poursuivre les interrogatoires. Ils savent très bien que dans un groupe, il y a toujours un maillon faible. Et ils comptaient bien le trouver et le faire parler. Haley était la seule à avoir montré de la compassion pour la victime. Elle devient alors leur meilleur espoir. Comme avec les autres, les enquêteurs la confrontent aux images des caméras de surveillance. Ils lui montrent que ça ne matchait pas avec son témoignage, et Haley va finir par parler. Elle raconte qu'elle a été dans cette maison avec Ciara, car cette dernière devait y rencontrer un garçon. Mais elle ne sait pas qui exactement, parce que Ciara n'avait pas dit son nom. Ensuite, elles sont montées directement à l'étage. Ciara est allée dans une chambre, tandis qu'Haley est rentrée dans la salle de bain. Après quelques minutes, Haley est sortie de la salle de bain et a entendu des cris. La jeune fille raconte qu'elle est alors descendue au rez-de-chaussée voir ce qui se passait et a trouvé Ciara allongée par terre. La jeune fille était entourée par 3 personnes identifiées comme étant Dishon, Tamika et Tamara. Haley a demandé ce qui s'est passé, mais personne n'a répondu. Ils vont lui dire de l'aider au lieu de poser des questions. Et c'est alors qu'ils ont porté Ciara jusque dans l'allée du voisin. Haley s'est bien rendu compte que son amie était blessée. Elle ajoute que les autres sont partis en la laissant seule avec la victime, et qu'elle n'avait même pas son téléphone sur elle. Les policiers pensent alors que c'est Tamara ou Tamika qui ont passé ce coup de téléphone au 911. Bien que le nouveau témoignage d'Haley soit plus en accord avec les preuves récoltées, les agents la soupçonnent de ne pas avoir encore tout dit. Alors que la jeune fille se débat dans ses explications et tente de faire prouver son honnêteté, les policiers la confrontent à un nouveau mensonge. Il y a 4 personnes autour de Ciara sur la vidéo, pas 3 comme elle leur a dit. Elle était donc en train de protéger quelqu'un. Les policiers comprennent qu'Haley leur ment, probablement par peur. Alors ils lui rappellent qu'elle pourrait être accusée de complicité en cachant l'identité du tueur. La jeune fille est hésitante, et c'est là que les enquêteurs décident alors de lui annoncer la mort de son ami. La jeune fille s'effondre, et malgré ça, Haley refuse toujours de leur révéler l'identité du tireur. Les agents vont la laisser seule pour qu'elle puisse réfléchir. Plus de 7 heures après les faits, les enquêteurs contactent la famille de Ciara pour leur annoncer la mort de la jeune fille. La famille est dévastée, mais aussi en colère de ne pas avoir été prévenue plus tôt. Lorsqu'on leur explique que la mort de leur fille a été gardée secrète afin de démasquer son assassin, la famille se calme. Dès qu'ils apprennent que la jeune fille a été blessée par arme à feu, ses proches disent aux officiers que Jermaine, son petit ami, est sûrement impliqué. Ils racontent toute l'histoire aux policiers, sans négliger le fait que Ciara était finalement sortie des griffes de Jermaine et qu'elle avait obtenu une ordonnance restrictive seulement 6 jours auparavant. Avec toutes les informations récoltées, il était temps pour la police de l'arrêter et qu'il soit condamné. Les inspecteurs se lancent immédiatement sur la piste de Jermaine Brown. Ils commencent par vérifier le casier du jeune homme, et les dires de la famille de Ciara sont rapidement confirmés. Ils découvrent que Jermaine est déjà connu par les services de police pour vente de drogue, activités de gang et bien entendu violence domestique.
Jermaine était tenu de rester loin de Ciara, mais ça ne veut pas dire que la jeune fille n'est pas venue de elle-même à la rencontre de son meurtrier. En effet, la dernière adresse de Jermaine, enregistrée dans les dossiers de la police, est celle de la maison où le meurtre a eu lieu. Les enquêteurs découvrent en plus que Tamara et Tamika, bien qu'elles n'aient pas les mêmes noms de famille que Jermaine, ce sont en fait ses sœurs. Les policiers comprennent alors pourquoi les deux filles se sont jusque-là montrées si peu coopératives, et ils doutent qu'elles décideront de balancer leur frère. Ils se concentrent donc à nouveau sur Haley. Cette fois, il lui parle directement de Jermaine et sur tout ce qu'il savait de lui. La jeune fille craque enfin. Elle raconte qu'après avoir sorti son arme, Jermaine s'est vanté de l'avoir acheté à un mec. Ciara s'est pris au jeu et elle lui dit « Laisse-moi le voir, laisse-moi le voir ». Par sécurité, le jeune homme a alors retiré le chargeur de l'arme. Mais il ne va pas la donner à la jeune fille. À la place, il a pressé le canon sur le bras de la jeune fille et a dit en riant « Je devrais te tirer dessus ». Les filles lui ont dit d'arrêter, que ce n'était pas drôle. Jermaine était en train de rigoler en disant que l'arme n'était pas chargée, et là, il presse la détente. Le coup est parti. Même sans chargeur, une balle était dans le canon. Blessée au bras, Ciara est sortie de la chambre, suivie par les autres. Personne ne sait alors à quel point la blessure est grave. La jeune fille atteint le rez-de-chaussée, puis s'effondre. Haley raconte ensuite que tout le monde a paniqué. Les sœurs de Jermaine sont arrivées en courant. En voyant Ciara, elles hurlent de sortir de la maison. C'est alors que Jermaine et Dishon ont soulevé Ciara et l'ont portée à l'extérieur. Une fois dans l'allée du voisin, les sœurs disent au garçon de partir immédiatement. Haley raconte que Jermaine était inquiet pour Ciara, mais qu'à cause de son passé criminel, il s'est enfui avec Dishon. Ensuite, les sœurs sont retournées à la maison. Haley est en train de jurer que toute cette histoire n'est qu'un malheureux accident. Seulement, étant donné le nombre de mensonges qu'elle a racontés jusqu'alors, les policiers ne savaient pas s'ils pouvaient la croire. Le passé de violence du jeune homme envers la victime renforce davantage leurs doutes. Avant de poursuivre l'enquête, les policiers ont besoin que quelque chose ou quelqu'un confirme les dires de Haley. Ils retournent donc interroger Dishon. Comme pour Haley, dès qu'il révèle au jeune homme ce qu'il savait sur Jermaine, il se met à parler. Il raconte approximativement la même histoire qu'Haley. Il ajoute qu'avant que les policiers ne le trouvent dans la rue, Jermaine lui a confié l'arme et c'est lui qui l'a cachée dans le tas de feuilles. Hélas, il ne sait pas où Jermaine est parti. Et 5 jours de recherche passent. Les recherches prennent soudain fin le 15 mai, lorsque les policiers apprennent que Jermaine est censé se présenter en cour de justice ce jour-là pour une autre affaire. D'après d'autres personnes interrogées par les policiers, le jeune homme compte bien se rendre à ce rendez-vous. Et effectivement, il est arrêté juste devant le bâtiment et mis en garde à vue. Il porte un t-shirt avec une photo de lui de Ciara, avec écrit Forever au-dessus. Les policiers se demandent alors s'il pleure la jeune fille ou s'il cherche à se faire passer pour un innocent. Au poste, malgré tout ce que peuvent dire les inspecteurs, Jermaine ne montre pas de signe de remords ni de tristesse. Il ne s'inquiète que de lui et refuse de parler sans la présence d'un avocat. La famille de Ciara est tenue au courant des avancées de l'enquête. Bien qu'ils soient heureux que le jeune homme ait été arrêté, ils apprennent aussi que tous les témoins ont déclaré son geste comme étant involontaire et qu'il est donc poursuivi que pour homicide involontaire et non pour meurtre. La famille et les amis comprennent que malgré tout ce qui s'est passé entre Jermaine et Ciara, l'incident va passer pour un accident survenu alors que des gamins s'amusaient avec une arme à feu. Et étant donné le passé violent de Jermaine, il pense qu'il devrait être accusé de meurtre. Et c'est vrai qu'ici c'est terrible, vu son passé, vu la violence du mec, ça aurait dû compter comme circonstance aggravante. Et déjà s'il te plaît, à quel moment tu as une arme à feu sur toi? C'est de la pure folie. La famille argumente que même si c'était un accident, ça n'explique pas qu'il a jeté la jeune fille dans l'allée du voisin comme on sort une poubelle, pour la laisser mourir là. Juste là. On ne fait pas ça à quelqu'un qu'on prétend aimer. S'il n'a pas voulu la tuer, il n'a pas non plus voulu la sauver. Lorsque les proches apprennent que les autres adolescents ayant abandonné Ciara à sa mort ne seront pas poursuivis, la famille se prend une nouvelle gifle. Il est insupportable pour eux de voir que la justice permet qu'on couvre un tireur et qu'on abandonne sa victime sans conséquence. Jermaine Brown, 17 ans, va plaider coupable. Il va plaider coupable pour homicide involontaire, détention illégale d'une arme et outrage criminel aggravé. Toutes les charges sont en relation avec la mort de Ciara Grimes. Elle avait 18 ans. Et tout ça s'est déroulé au 204 Delamain Drive le 9 mai 2018. Il reçoit une sentence entre 2 et 6 ans de prison. Oui, vous avez très bien entendu, 2 à 6 ans de prison pour une affaire de meurtre. Parfois je me dis qu'on vit dans un monde de fous, rempli d'injustice. Le jeune homme fait également face à des accusations de possession et de vente de drogue. À la sortie du procès, la mère de Ciara répondra aux journalistes. Tout le monde fait des choix dans la vie. Mais à la fin de la journée, il va devoir payer pour ce qu'il a fait. Mon bébé est parti, je ne la verrai plus jamais, et je dois faire avec jour après jour. Elle ajoutera aussi dans un entretien, je leur pardonne, je dois pouvoir aller de l'avant, et un jour je lui écrirai.
et j'écrirai à Jermaine. Je le ferai sûrement, pour qu'il se souvienne de ce qu'il a fait, parce que je suis sûr qu'il ne pense pas à elle tous les jours, mais moi oui. Ici, la maman fait tellement de peine, on ressent beaucoup sa tristesse face à cette injustice. Elle aimait sa fille, et je pense qu'elle ne l'oubliera jamais. Ainsi se termine l'histoire de Ciara Grimes. Et je pense que cette affaire est un bon prétexte pour rappeler quelques bases fondamentales. Une personne toxique, qu'elle soit violente physiquement ou moralement, trouvera toujours une bonne excuse pour expliquer son comportement. En règle générale, elle réussira même à faire croire que c'est elle la victime. Certaines arrivent à créer un tel degré de culpabilité chez leur proie que ces dernières se sentent dans l'obligation de tout accepter. Alors petit rappel, si vous êtes dans une situation similaire, si vous avez peur d'exprimer certaines choses en la présence d'une personne, si elle agit brutalement lorsque vous avez le malheur de vous exprimer, si cette personne vous frappe, si vous pensez que vos sentiments sont si forts que vous ne pouvez pas partir, sachez que ce que vous ressentez, ce n'est pas de l'amour. C'est de la soumission à de la manipulation. Si une personne vous fait du mal, mais revient toujours vers vous en s'excusant, minimise vos sentiments, vous écarte des gens que vous aimez, vous fait croire qu'elle est la seule à pouvoir vous aimer, ce n'est pas de l'amour, c'est de la possession. Cette personne vous traite comme on traite un meuble. Et qu'est-ce qu'on fait quand un meuble est usé, dites-moi? Dites-moi, on le met sur le trottoir en attendant que les éboueurs passent. Et c'est exactement ce que Jermaine a fait à Ciara. Personnellement, je rejoins l'avis de la famille. Même s'il prétend avoir tiré par accident, il a quand même pointé cette arme et a tiré. Même pour rire, on ne fait pas ça à une personne qu'on aime et qu'on respecte. De plus, son historique de violence avec Ciara nous montre que quoi qu'il arrive, il l'aurait tué d'une façon ou d'une autre, que ce soit physiquement ou moralement. Il a détruit une jeune femme aimante ainsi que sa famille, et pour ça, il ne fera que 6 ans maximum de prison. Des voleurs ou des consommateurs de drogue prennent plus cher que ça, c'est du grand n'importe quoi. J'aimerais avoir vos avis concernant cette affaire dans les commentaires. Voir ce que vous en avez pensé, n'hésitez pas, on pourra ouvrir le débat et discuter de tout ça. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Maintenant, il est temps pour moi de me téléporter. Et quant à nous, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Sur ce, prenez bien soin de vous et vos proches, c'était Mogota.